Un petit mot sur la cité de Vienne, puisqu'il s'agit de Vienne antique, on se rapproche quand même en temps et en lieu de Narbonne, et de Narbonne. Vienne, c'est une ville très importante de la Narbonnaise, la cité la plus septentrionale, qui est très riche pour deux raisons, parce qu'elle a participé du côté de César avec la guerre de Gaulle, donc elle n'a pas été spoliée comme d'autres cités. Et pour vous donner un exemple, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur Vienne antique, simplement de l'importance de la cité, vous avez des cartes à la même échelle de Vienne, de Lyon, de Pompéi, qui est en fait beaucoup plus petit que Vienne et Lyon, et de Rome. Donc vous voyez, c'est une cité qui allait du nord de l'Ardèche jusqu'à Thonon, au bord de la Léman. Les textes parlent de l'or des Bédouins, de la Poudra, de sa richesse, de sa parlement monumental. Là encore, je renvoie à des articles bibliographiques que j'ai faits, notamment dans la présentation de la carte archéologique de la Gaule consacrée à Vienne. Et voilà, bien évidemment, toutes ces connaissances sont très enrichi par les érudits déjà du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, et encore au XIXe, et bien évidemment au XXe siècle, de l'archéologie de sauvetage au départ, et maintenant on a baptisé archéologie préventive, qui a notamment sorti de terre d'énormes sites avec du mosaïque en pagaille, pour ne citer que la dernière grande découverte de la petite Pompéi viennoise au bord du Rhône, mais aussi encore récemment cet été d'un mausolée assez énorme, ouvert sur le site même de Saint-Martin. Donc Vienne, c'est une cité qui, quand on parle de Saint-Martin, c'est une petite portion de Vienne antique, c'est un quartier de Vienne antique. Et donc là, moi, ça fait 40 ans que je travaille sur Vienne, je me suis toujours attaché à essayer de faire des restitutions, à transmettre mes connaissances scientifiques au grand public. Je ne suis pas le premier, regardez cette toile d'Étienne de 1838, qui, lui, encore avec le peu d'éléments archéologiques qu'il avait, a tenté une restitution graphique de Vienne, avec des erreurs, nature, connaissances, aussi bien en maquette qu'en dessin, et là encore, avec les productions, les voyages d'Alice de 2011, qu'on a réédité en 2015 avec mon ami Gilbert Bouchard, donc dans la série des restitutions qu'on avance, comme ceci, des publications au grand public, de l'archéologie de la France, des essais, vous voyez, un échange entre archéologues et dessinateurs, de la même façon qu'on a des échanges avec les gens qui font la 3D. Donc, quelques principes qui sont importants pour moi, c'est bien évidemment les données, l'acquisition des données, la critique des sources, parce que là encore, on s'aperçoit qu'on lit toujours 3-4 fois les textes, on n'a encore pas compris, moi j'ai écrit 3 fois des bêtises sur ce que j'ai mal compris les textes, même les élèves du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc la recherche de comparaison est indispensable, donc il faut avoir une certaine culture du monde romain pour comprendre et interpréter les vestiges. Des restitutions ou évocations, les mots sont importants, je le dis, on va le voir. Par exemple, lorsque je fais restitution entre guillemets d'un temple à partir d'une simple inscription à la poids fouillée à un caillou, est-ce que c'est de la restitution? Moi, je préfère le mot évocation. Ensuite, je pense qu'il faut oser imaginer. Les chercheurs sont souvent avec des œillères et des carcans qui n'osent pas. Et un des points qui me tient à cœur, c'est la polychronie. Là encore, il faut combattre le mythe de la glace blanche et c'est pas gagné. Ne serait-ce que pour. J'ai visité pour la première fois le musée ici, il n'y a pas de seule mention de la couleur. Tous ces blocs étaient peints. Donc là, il y a quand même un problème. Il faut justement essayer d'avancer et en tout cas éduquer le public. Notre choix était ici dans cette vidéo, vous verrez, d'un choix on a ciblé le jeune public, on a ciblé les scolaires, qui sont les principaux visiteurs des musées. Ça en anglais, c'est 70% des visiteurs, c'est là. Alors donc, et là encore, bien sûr, quand je dis les séries sont en imagination, casser un peu les modes de pensée, les carcans, je vais en parler, aussi proscrire les anachronismes,
bien évidemment, jusqu'où on peut aller. Donc là, je vous mets Jeanne d'Arc, parce que pour moi, c'est un anachronisme, donc un anachronisme. Hein, donc il faut éviter ce genre de choses. Et j'ai été nourri, moi aussi, par l'imaginaire, à la lecture de plusieurs ouvrages, hein, bien évidemment, Pierre Cumal, François Fontaine et d'autres célèbres, Christian Robineau, surtout par Valérie Atticus, Marguerite Yourcenar, c'est normal, vous voyez. Donc là, l'imaginaire se construit hein, dans les bandes dessinées, donc bien sûr, tout le monde connaît les voyagistes, pas mal de vocations se sont faites autour de ces trucs. J'ai même participé à ce fanzine, ce personnage, hein, et là je vais partager. Et bien évidemment, tout ça repose sur des données archéologiques précises. Donc la première vidéo qu'on a faite, c'est Balade virtuelle dans la Galilée romaine, qui a été financée par la ville de Lyon, hein, pour une modique somme de 11 000 €, je crois, si je me souviens bien, je ne sais pas, vu le travail. Et donc on est parti d'une démarche de la maquette que j'avais faite avec mes collègues pour le musée de Saint-Romain-en-Galles en 1987. Bien sûr, elle est complètement caduque, c'est là l'intérêt du numérique, c'est qu'on peut avancer, mais on avait deux techniques, le scan, ça on a pu le faire, ça coûte pas cher, mais après pour redresser des images, faire la filière et tout, c'est 3 personnes pendant un an. Donc impossible financièrement de trouver l'argent pour ça. Donc César a fait, je vais lui laisser la parole un moment, une couverture photo dans tous les sens de la maquette et qu'il a pu redresser rapidement. Dire un mot, s'il te plaît. Alors, ouais. Oui, on a... Alors, oui, on a procédé à une reconnaissance d'images de toutes les photos. On a photographié la maquette de l'environnement et après on a reconstitué les bâtiments. Et ensuite, on allait voir les différents niveaux de ressources. On a vu les hauteurs et les montagnes pour reconstituer les différents niveaux de hauteur. Vous voyez donc les exemples, on va revenir. Donc mon propos, je ne vais pas faire l'ensemble des explications des images, puisque je fais ça dans le cadre de séminaires universitaires, ça dure 2 heures, hein, bien évidemment, parce qu'en fait, chaque image a des justifications scientifiques. Hein. Donc on va prendre quelques éléments, hein, donc arrêtez les juges, oui, bon. Excusez-moi, mais j'ai pas ouvert le bon PowerPoint, puisque j'ai ouvert le PowerPoint que je fais cet après-midi pour la formation des. Voilà. Alors je reprends, mais c'est le début, c'est le même, c'était pour l'intervention de. Excusez-moi, on va reprendre. Voilà, c'est bon, donc voilà. Voilà, quelques principes. Donc on ne va pas prendre tout, peut-être que j'y continuerai le discours s'il le faut. Donc quelques exemples, notamment donc, la vidéo, on arrive dans Vienne, vous verrez la salle en classe. Donc en plein écran. On n'a pas le bon écran. Ah, moi je suis en plein écran. Ah, c'est parce que j'ai inversé. Alors attendez, il faut que je retourne. Moniteur. Hop. Oui, voilà. Là ça doit être bon. C'est bon là? Non. Non? Ah oui, simplement, tu peux suivre l'affichage. Non, regarde là, il peut suivre l'affichage. Oui, oui, je suis en train de regarder la disposition du moniteur. Non, mais tu peux reviens à l'OTT, remets la présentation et tu peux le faire directement dessus. Là? Ouais, vas-y, mets un écran. Oui. Et en mode, basculer entre les affichages, les 2 flèches en mode. Comme Là? en mode. Sur l'écran derrière. Ah, sur l'écran derrière, là. Ouais, ah, d'accord. Voilà. Non. En fait, t'as pas la souris qui Non, apparaît il fallait dessus. cliquer sur quoi pour ne basculer l'affichage. Attends. Bah Didier, viens si tu sais. Didier, viens parce que... Je ne connais pas trop Mac, mais Je connais pas maintenant. On fait avec le fichier. Vas-y, remets le plein écran. Oui.
étudiants en médiation. Ah, merci. Voilà, alors donc sur le site, rapidement, c'est un bon exemple. On a des maquettes, on a fait des fouilles, moi-même, etc. Donc c'est un bâtiment qu'on connaît bien. Mais je suis allé un peu plus loin dans la présentation, vous verrez, notamment sur la SPINA, c'est là où on a une part d'imagination. Je mets en scène un Norich qui a gagné, connu par une inscription sur une mosaïque de la Saint-Colombe, de 176 victoires. Donc je transpose ce personnage qui a dû exister s'il est sur une mosaïque de Vienne et le mets en scène dans la SPINA comme s'il a été reconnu. C'est de l'imagination, ça reste plausible, c'est là où la barrière plausible elle est difficile à apprécier. Et je l'ai baptisé Féroce, donc je l'ai baptisé Véloce, parce qu'on a une autre inscription d'un gladiateur qui s'appelle Véloce. Et ça, je me suis aperçu dans les textes, c'était des prénoms qu'on donnait rapidement, assez régulièrement, à ces combattants ou ces conducteurs de chars. Le rempart, là encore, vous verrez dans les images, on le connaît, on a fouillé, etc. Et on a une inscription qui fait une mention de donation de ce rempart par Auguste. Et ces inscriptions sont connues par des fragments sur les sarcophages du temple, donc réenvoyés, des blocs réenvoyés en sarcophage tardivement. Et donc on a mis en scène, on a pu remettre cette inscription sur le rempart, donc on rentre dans la ville par cette porte en voyant. Là encore, c'est une image, mais on est proche de la réalité de ce rempart avec son inscription. L'entrée du forum, encore, on a des arcades qui sont encore en place. Vous voyez, là sur la photo à gauche, ça vient d'être rénové, c'est pas mal fait du tout. Et donc là encore, on a des images du 19e siècle, on a des images plus récentes, on a les restitutions que j'ai pu faire dans la liste. Et là, justement, on a sur cet endroit, à cet emplacement, il y a une fontaine monumentale qu'on a publié, que j'ai publié avec plusieurs institutions qui mentionnent au même moment la réparation de cette fontaine de la ville. Donc il se passe quelque chose, cette fontaine ici, qui sont réparées en même moment, et on est arrivé avec plusieurs années de recherche de montrer qu'en fait ça a donné un tremblement d'air qui a détruit Vienne sous Caligula. Là encore, l'hypothèse au départ très controversée, maintenant qui est reconnue par les spécialistes de sismicité historique. Et là, vous avez donc une inscription qu'on a pu remettre qui correspond au niveau de dimension à cette fontaine. Et donc, vous voyez rapidement, je vous renvoie au plus rapide que je peux vous fournir si vous me demandez. On a toute une étude qui montre que beaucoup de monuments nous indiquent une destruction sous Caligula et une reconstruction sous Paul. Donc le forum sur le champ, puisqu'on continue notre balade dans la ville, et là encore, c'est assez bien connu, le temple du Sylvie et le petit frère de la maison Carédonie est encore en place. Et donc, là encore, une mise en scène par rapport à tous les données scientifiques qui nous a permis de restituer déjà en maquette, déjà depuis longtemps, cette maquette, mais maintenant en 3D, on reviendra sur le problème de la couleur. Là encore, on a l'inscription du temps, il y a deux inscriptions qui montrent qu'il y a 2 étages, je ne vais pas développer ça ici, les 2 étages, et donc au moment du tremblement de terre, toute la partie avant, la partie la plus fragile, s'est effondrée. Et là, vous avez des exemples dans les voyages d'Alice, et donc vous voyez ici, on va revenir justement, je vais donner la parole à Paul, un essai d'effondrement, et donc ce n'est pas un effondrement, c'est plutôt une explosion. Et donc ça ne correspond pas à la réflexion, à ce qui a dû se passer. Donc on est en train de retravailler sur une autre nouvelle présentation. Alors c'est dans une présentation qui a été faite d'une simulation qui est faite dans le cadre d'un site archéologique, d'un site web que le ministère de la Culture m'a demandé de faire sur Vienne antique, dans le cadre du grand site archéologique.
Donc là, j'ai pu faire plusieurs projets de restitution 3D, dont on en a pu en faire avec Sheltech, et plus précisément un travail sur la simulation de l'effondrement du temps, mais là à un niveau avec un architecte compétent, hein, le moins qu'on puisse dire. Hein, Paul, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, la première étape de ce projet de constitution et réalisation de photogrammétrique du temps, l'objectif ici est d'obtenir une base 3D fidèle et géoréférencée qui va servir de support pour la restitution architecturale et la simulation des moments du temps d'Auguste et de Louis. Avant de pouvoir survoler le site. Oui, vas-y. Oui. Bah là, je parle. Vous m'entendez pas, je pense. Ben, ça a coupé celui-là. En plus, c'est par micro. Vas-y. 1, 2, 1, 2. Non, non, mais c'est celui à rouge qui est là. Vas-y, parle. Ah là, Vous voilà. m'entendez? Non. Mais parle. J'ai voulu rajouter un micro, là, il y a le celui-là, sur le gros bouton. Non, mais il marche là. Ça marche? Non? J'étais bien dans ma présentation. 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est bon. Je perds raison. Avant de pouvoir survoler le site, il a fallu passer par la phase administrative, autorisation de vol auprès de la préfecture, de la mairie et prévenir les forces de l'ordre de notre intervention. Sur le terrain, nous avons utilisé un drone DJI Mavic 3 Enterprise équipé d'un module RTK couplé à un récepteur GNSS Scanlib pour garantir une précision centimétrique. Les conditions étaient stables, le ciel couvert, pas de pluie, vent faible. Cela nous a permis de réaliser environ 4 heures de vol manuellement. Des cibles au sol ont été placées en amont pour assurer le recalage et la précision géospatiale du modèle. Une fois les images collectées, avec plus de 4500 clichés, nous avons procédé au traitement dans le logiciel Agisoft Metashade. La vidéo que je vais vous mettre là tout de suite montre l'enchaînement des étapes clés du projet. Premièrement, l'alignement des photos. Metashade possède un recollement des photos pour détecter des points homologues sur photo et reconstruire la position de la caméra pour chaque prise de vue. Cela permet de générer une première volumétrie grossière du site relevé et nous pouvons ainsi également visualiser numériquement le parcours que le drone a emprunté autour du monument pour en faire le relevé. Deuxièmement, la délimitation de la zone d'étude. Nous avons ensuite défini un volume précis autour du temple afin de ne conserver que la zone utile à la modélisation. Troisièmement, la génération du nuage de points denses. Cette étape produit une géométrie très détaillée du site à partir des recouvrements entre les photos. Quatrièmement, la vérification de la confiance des points. Metashade attribue une valeur de fiabilité à chaque point par un dégradé de couleur allant du bleu confiance au rouge incertitude et lacune. Cela permet d'identifier les zones moins précises afin de pouvoir les corriger si nécessaire. Cinquièmement, la création du maillage à partir du nuage dense. Le logiciel relie les points et produit ainsi une surface 3D continue du modèle. Enfin, le sixième et dernier point consiste à appliquer des textures au modèle 3D créé précédemment. Les images sont projetées sur le maillage, ce qui donne une restitution très réaliste à la surface. Le modèle final est ensuite exporté en format RBX pour être intégré dans le logiciel 3D SMS. Un nettoyage des textures est effectué dans Adobe Sampler pour supprimer les imperfections liées au modèle relevé et améliorer la visibilité des matériels. J'ai ensuite utilisé Corona Renderer comme moteur de rendu pour générer la séquence 360 degrés que vous visionnez. Ce travail est essentiel pour pouvoir produire par la suite les fonds de plan de vie. Après avoir réalisé la photogrammétrie et obtenu notre modèle 3D dense, l'étape suivante consiste à produire des orthoimages à partir de ce modèle. Les orthoimages sont des projections orthogonales très précises, autrement dit, des images géométriques non corrigées qui servent de base de travail pour la conception de vie. Le logiciel utilisé pour cette étape est encore Metashade. Il permet de générer automatiquement différents types de vues orthogonales à partir du nuage de points et du maillage texturel. On commence par la production des plans horizontaux, en particulier le plan de toiture et le plan de rideau. Ces plans permettent d'obtenir une vue exacte et mesurable de la géométrie générale du bâtiment. C'est une étape fondamentale pour la suite, car elle servira de référence au relevé architecturaux 2D et à la modélisation. Ensuite,
Ensuite, on génère les façades, est, sud, ouest et nord. Ces ortho-images permettent d'analyser avec précision les élévations du bâtiment, proportions, dimensions des appareillages en pierre, et architecturaux, modélisatures, couvertures, etc. Elles seront utilisées comme montage dans le logiciel de dessin pour réaliser les plans et les coupes en deux. Après la production des ortho-images, à partir du modèle photogrammétrique, l'étape suivante consiste à les exploiter pour élaborer les fonds de plan en 2D. Pour cette étape, j'ai travaillé principalement avec le logiciel AutoCAD qui permet une précision métrique indispensable pour la restitution architecturale. Concrètement, les ortho-images sont importées dans AutoCAD et servent de base pour la vectorisation. L'objectif est de produire des plans précis qui respectent l'échelle et la géométrie relevée sur le terrain. Il suffit de placer l'image ortho-rectifiée en fond de plan pour pouvoir travailler dessus et redessiner les contours de murs, de colonnes, d'emmarchements, mais aussi de dessiner le pierre à pierre, car les joints sont également visibles et précis, ainsi que les fissures si besoin. Enfin, on produit les coupes orthogonales, à la fois latérales et longitudinales, pour compléter la documentation du monument. Ces vues internes sont essentielles pour comprendre la structure interne, les volumes et la relation entre les différentes parties du temple. Toutes ces ortho-images constituent ainsi un jeu de données complet, précis et cohérent pour le travail des institutions architecturales. Pour compléter les zones moins lisibles sur les ortho-images ou disparues, je me suis également appuyé sur le rapport final d'opération d'archéologie préventive de 2011. Ces documents contiennent des relevés précis et des descriptions architecturales qui ont permis de compléter les plans AutoCAD. Une fois les plans établis, l'étape suivante consiste à passer la modélisation 3D du temps. Pour cela, j'utilise le logiciel 3ds Max Autodesk qui permet de reconstruire précisément chaque élément architectural. Le principe est de travailler élément par élément, colonne, entablement, mur, charpente et couverture, afin de préparer en amont une simulation réaliste de l'effondrement. Cette approche granulaire est essentielle. Elle permet de rendre compte du comportement différencié des matériaux et des assemblages en cas de projet. Une fois la modélisation terminée ou suffisamment avancée, j'intègre le modèle 3D du temple dans le plugin Redlayer, un simulateur physique. Cet outil permet de calculer et d'animer la dynamique de l'effondrement en tenant compte de la gravité, des masses et des interactions entre les blocs. L'objectif est de visualiser comment le bâtiment peut se dégrader ou s'effondrer sous certaines contraintes, tout en gardant une base archéologique rigoureuse. Dans le cadre de la simulation du temple, il nous faut tenir compte de deux états distincts de l'édifice reconstitué. Il y a la partie statique, qui correspond à l'état stable et préservé de l'édifice, suite au séisme, et la partie dynamique, qui correspond à la partie qui s'est effondrée et qui a été rebâtie. La séquence que je montre ici est une première simulation de bloc. À ce stade, les liaisons entre les éléments ne sont pas encore modélisées. Il n'y a pas, par exemple, de mortier entre les blocs, ni de clous dans la charpente et sa couverture en fusion. De fait, le modèle explose. Ainsi, il nous est plus facile d'identifier les zones et les éléments à contraindre pour se rapprocher au maximum d'un scénario d'effondrement réaliste. In fine, et pour plus de réalisme, des blocs de pierre se briseront au contact du sol, ainsi que des éléments de charpente. Un écran de fumée sera également généré pour apporter plus de crédibilité à l'effondrement. Enfin, nous texturerons chacun des éléments architecturaux en veillant à retrouver la polychromie d'origine grâce aux résultats de recherche archéologique. Ce projet est censé être livré pour cette fin d'année. Voilà, alors l'ordinateur passe bien avec le retard pris par la technique, donc je vais simplifier le nombre, limiter le nombre de présentations les plus importantes par rapport au temps. Je l'ai compris que ces travaux ne font pas partie de la vidéo. On espère un jour ou l'autre l'inclure, mais il y a un problème de compatibilité entre ces travaux et les simples exploitations de vidéos, de podcasts, de la réalité virtuelle. Donc c'est là encore un de mes travaux assez récents, c'est l'identification de la décoration du tympan du temple. On n'en connaît pas beaucoup dans le monde, les tympans. Et en fait, là, c'est la reprise d'éléments lapidaires qui sont dans les dépôts. Là encore, je parlais de réanalyse avec de blocs qui ont été pris pour un sanctuaire de Cybèle, etc. Et en fait,
il se trouve que j'ai pu localiser le lieu découvert, qui se trouve proche du temple, et en fait, c'est, à mon avis, je l'ai écrit, présenté à l'anthropologue, un des éléments du tympan. Et il se trouve que Livy, du coup, par rapport à la taille remplie du bloc, correspond à l'inscription qu'il y a dessous. En fait, l'inscription, c'est la légende de l'image qu'il y a représentée sur le tympan. Là encore, de fil en aiguille, j'ai pu reprendre que celle du sacrifice, c'était Livy en Cloto, donc une déesse mère, avec un petit arbuste. Donc on va continuer, on refait un arbuste par rapport à des comparaisons de scènes de sacrifice. Et bien évidemment, comme il y a Auguste mentionné dans l'inscription, il faut restituer Auguste. Et dans la partie centrale, j'ai pu retrouver un bloc. Et par comparaison notamment avec le temple de Sully de Abbas en Angleterre, je pense que ce Clypéus, demi-Clypéus, appartenait au tympan. Donc de fil en aiguille, voilà les préparations que j'ai faites pour les gens qui font les vidéos. Et là encore, on a fait une petite animation pour le ministère de la Culture. Marché. Pardon? Oui, mais c'est pas grave, vous le verrez. Voilà. Alors l'autre dossier que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est le problème de la polychromie. Vous avez vu que je n'ai pas hésité à mettre le tympan bleu, qui fait bondir quelques spécialistes et quelques remarques acerbes en disant tu n'as pas le droit de mettre de couleur si tu n'as pas fait des analyses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester avec présenter des monuments en couleur pierre, alors qu'on sait tous pertinemment que tout était peint? On continue à essayer de donner des indications, des évocations de couleurs pour éduquer justement le public, comme on le fait pour les cathédrales maintenant. Moi je pense qu'il faut oser la couleur, c'est important, même si on n'est pas sûr, c'est toujours un peu les couleurs les mêmes. Et si j'ai choisi le bleu, vous voyez, les Allemands sont très très forts là-dessus, on est en avance, même les Grecs aussi. Et là, donc la couleur bleue, je l'ai choisie sciemment par rapport d'abord à sa rareté, parce que c'est un pigment, donc le bleu égyptien, assez cher dans l'Antiquité, par rapport à sa présence plus importante qu'ailleurs à Vienne sur les peintures, etc. Et il faut se mettre à la place des élus s'ils veulent faire le Zemmour par rapport aux autres communes, par rapport aux autres cités de Gaulle à Lyon. On va faire de l'ostentatoire, on va prendre, comme on va le voir pour le temps de Pipé, la couleur la plus chère, donc le bleu égyptien. Donc voilà, d'autres sites, c'était toute une histoire, je ne vais pas raconter l'histoire des foules du temple de Cybèle, qui n'est pas le jardin de Cybèle, qui n'est pas un jardin de Cybèle. On a pris ça à cause de cette bas-relief qui était pris pour un sanctuaire des Cybèles, qui est en fait, donc à partir des Hauts-Lapans, donc rien de Cybèle dans ces lieux. Et donc l'ex-temple de Cybèle était en fait un pondérarium, c'est-à-dire une salle de contrôle des marchés des testeurs. Et tout ça, c'est des restitutions à partir des écrits des fouilleurs du 19e. Je n'ai pas une seule image. Là encore, on a quelques vestiges qui sont encore en place. Et là, notamment, on a trouvé des choses assez extraordinaires, comme un bas-relief représentant la naissance de Rome, des mentions des inscriptions mentionnant la donation d'une statue en argent de Vienne de la déesse Dea Vénois. Vienna, toujours au même endroit. On est sûr d'être maintenant, et là c'est des analyses récentes que j'ai pu faire ces 5 dernières années, on a pu montrer que ces lieux en fait étaient un îlot administratif lié au marché. On a trouvé cette pierre au centre de notre image représentant, non pas comme on a pris au débat, une table de jeu, mais représentant le plan du marché de Vienne, qui permettait, vous voyez, de faire des positifs en cire. Et les gens allaient marquer le nom des marchands sur le marché pour leur faire payer dans la salle des caisseurs, qu'on a restitué avec César, dans la salle des caisseurs, payer leur dû. Donc voilà, donc ça c'est des recherches. On va là faire le dernier, parce que comme ça on pourra évoquer les discussions. Si avec le sanctuaire de Pipé, c'est ce que je vous ai dit, vous voyez des articles bien évidemment scientifiques en référence. C'est une restitution qui n'est qu'à partir d'une inscription que vous avez là.
Donc simplement une flamine qui a offert des tuiles en bronze et des statues, entre guillemets, dont Sigma est discuté dans les traductions par les spécialistes, de Castor Pollux, celle des chevaux, celle d'Hercule et du Mercure. Donc pour moi et ma collègue Christine Ouette on a pensé que ce n'était pas des statues, mais bien sûr du bas-relief et que ça appartenait au temps. Hein, voilà, donc vous avez justement en plus la preuve que ces présences de tuiles par des découvertes anciennes, hein, le 19e, et voilà ce que ça donne. Vous verrez la restitution dans la vidéo des casques aussi. Voilà, et donc dernier point pour évoquer, c'est la mosaïque de Licure que tout le monde connaît, hein, quand même un joyau de Vienne, hein, une mosaïque assez unique, hein, et qui donc, j'ai repris le dossier récemment pour un colloque de l'ANIMA, j'ai pu montrer déjà l'emplacement de la découverte, qui n'était pas précisé. Là, c'est toutes les démarches par rapport aux journaux de l'époque, par rapport au cadastre napoléonien, au cadastre plus récent, etc. La description, parce que c'est des découvertes, on mentionne la mosaïque, c'est le nom du propriétaire, et c'est tout. Et là, encore, des grosses discussions depuis longtemps sur la restitution de la mosaïque. Vous verrez là encore dans les cas de réalité virtuelle, on a pu restituer la salle et en plus elle appartient à une domus urbaine que j'ai fouillée en partie. Donc là maintenant, voilà. Donc quelques perspectives, on n'a pas tout fait. J'ai plein de monuments encore à faire en 3D, faudrait-il encore avoir de l'argent, hein, notamment la localisation de la maison où on a trouvé la statue de Pacatianus. Là encore, je peux avancer, j'ai déjà fait des croquis, j'ai identifié la curie, le stade, on n'a pas encore restitué le palais du Miroir et l'identification de caserne de Cadavé au sud de Saint-Cloud. Voilà, pour en savoir plus, vous aurez très bientôt en février le site internet sur Vienne-Antique, dont vous avez déjà la page d'accueil, hein, en ligne, et le guide archéologique de Vienne-Antique, qui était publié depuis un moment, qui va être réédité là, au même moment. Donc c'est des travaux pour le ministère de la Culture que je fais en ce moment même. Voilà, merci pour votre attention, excusez-nous pour le retard. Non, merci beaucoup pour cette présentation à 3 voix très complète, qui a parlé par les pigments bleus rares déjà durant l'Antiquité. On a découvert des traces sur un blog anglais, sur un site en Allemagne du paléolithique autour de 13-14 000 ans. Vous savez, l'usage de cette couleur remonte finalement à bien plus longtemps que son pensée. C'est très beau, il y a la présence de traces d'azurite sur la surface concave de ce bloc. Tout ce que vous dites est passionnant, ça fait un petit peu le lien avec la fondation de Régis Hitzemann et ses collègues au Conservatoire de l'archéologie occitanie, qui nous fait plaisir d'être là ce matin. Il va parler de l'importance de la valorisation et de l'importance de toutes ces bases d'enregistrement numérique qui ont été utilisées dans notre travail. Et ce qui frappe aussi, c'est que les sources sont multiples. Il y a aussi de vieux bulletins du siècle dernier et des peintures, et donc cette multiplicité des sources montre vraiment l'importance aussi de conserver la trace, la mémoire, de les archiver et les numériser. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé 40 ans sur le même site, donc j'ai accumulé des données. C'est vrai que les jeunes chercheurs sont très régulièrement validés d'un site à l'autre, ils ont même le temps d'essayer de faire quelques publications. Donc c'est compliqué, c'est vrai que c'est une chance. Et après, c'est là encore, justement, j'insiste sur la lecture et l'interprétation de lecture des textes. Je parle là encore de l'interprétation d'érudits qui font des rapports de flou dont on n'a pas mis le temps des photos, bien sûr, mais c'est encore plus complexe lorsqu'on tombe sur, par exemple, j'ai travaillé sur le rempart tardif de Vienne, c'est l'interprétation des textes du IVe siècle. Et là, c'est encore vraiment très très compliqué. Chacun voit midi à sa porte et on va interpréter le texte. Moi, je dis qu'il n'y a pas de rempart, Jean-François Rayon peut dire qu'il y a un rempart, voilà, parce que le texte dit comme ça. Voilà. Donc, une autre question. Est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants sur cette présentation concernant la vieille antique? Sinon, on en parlera autour des vidéos présentées dans les casques. On a 4 casques. On a effectivement une démonstration de l'air, et j'aurais aimé peut-être vous l'aborder aussi sur sa conception dans les questions. Oui, du coup,
problème, c'est quand vous avez des monuments et des pierres qui ont été sablés par les monuments historiques plusieurs fois, hein, lavés pour les blocs avec des brosses, etc. À part quelques traces derrière les oreilles ou derrière un chapiteau, c'est difficile. Donc c'est bien la question que je pose. Est-ce que du coup, comme le demande Philippe Jocquet par exemple, qui s'interdit de faire la couleur s'il n'a pas fait d'analyse, hein, ça je pense que d'abord on a le droit de faire ce qu'on veut quand même, la liberté d'expression. Deuxièmement, je ne touche jamais l'objet. Donc les Allemands font toutes ces tentatives de couleur sur des plâtres. Hein, donc voilà. Et je vous renvoie aussi à des travaux notamment des Danois sur des portraits de jeunes filles, etc., hein, avec des analyses de couleurs. Et en fait, la polychromie dans l'Antiquité, c'est le réel, c'est la vie, c'est le réel. Les chapiteaux à Caen sont verts, les visages sont roses, les bas rouges, et puis après, la tonalité, les couleurs, on les connaît, il n'y en a pas tant que ça. Après, on jongle, et la question qui se pose, c'est la détrempe. Hein, est-ce que, donc, du coup, on me dit, par moment, excusez l'expression, que les Romains, du coup, non, ils n'ont pas le goût c'est un goût de chiotte. Mais non, c'est simplement déjà à l'extérieur, il fallait avoir des pigments purs pour que ça persiste plus longtemps. Si vous mettez à la détrempe, ça craint le gel, ça craint plus et ça résiste moins longtemps. Et on a la différence entre des peintures d'architecture, ce qui n'empêche pas qu'il y avait à côté des peintres de chevaliers. Donc avec des tons pastel, etc. Donc cette question de polychromie est importante, et c'est sûr que moi je redis, posons la polychromie, et ça joue pour le Moyen-Âge aussi. Vous disiez dans les échanges, comment c'est en compte, c'est que vous autorisez effectivement de franchir le pas et d'aller vers la polychromie, tout en restant toujours dans une réalité. C'est le curseur du possible, juste ça va, et après on monte sur des choses qui ça marche pas. Voilà. Mais il faut tendre, et en même temps présenter des images comme ça suscite des discussions. Moi, si on me dit que je me plante sur les couleurs, l'intérêt du numérique, c'est qu'on change. Hein, voilà, ce que je ne peux plus faire dans une bande dessinée comme Alix, etc. Encore que maintenant, avec Photoshop, on touche pas mal de choses. Voilà. Pour une dernière question, ça va pas seul, puisque c'est quoi les mots, ça pourrait être l'objet d'une autre conférence, j'imagine. C'est quoi l'enjeu de cette VR? Qu'est-ce que ça permet comme possibilité? Et justement, comment est-ce qu'on conçoit des scénarios dans ce cas-là? Peut-être ces scénarios sont pas beaucoup entendus. Oui, bon, donc en effet, c'est le projet des grands et les composés de volets. Un volet que c'est un film et un volet que c'est une surveillance sur la virtuelle. Et en plus, il y a des enjeux de médiation, comme pour le temps, par exemple, faire que la personne des casques soit totalement autonome. L'effet aussi de rendre l'ergonomie à l'intérieur dans le casque. Il y a aussi l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour réduire les coûts dans certaines parties, pas dans la totalité. Donc on a réalisé ce projet, on se trouvait dans un compromis de rendu, de médiation et de passer des budgets. Parce que ce projet était financé très peu, donc c'est nous qui avons mis dans la partie de financement du projet. Et pour donner vie au projet qui vous allez pouvoir voir, une situation dans la virtuelle des liens avec tous les contextes scientifiques qui venaient nous donner. À partir de là, c'est à nous de créer et de mettre en valeur toutes ces recherches scientifiques pour que les personnes en médiation puissent le voir. Et un mot donc, sur le retour d'expérience sur ce. Oui, alors on a. Ça apporte plus que les autres. Notre objectif là, notamment avec les classes, c'est qu'on est d'accord toujours du patrimoine récemment arrivé. En 3 après-midi, on a eu 160 personnes, avec simplement 2 classes, 3 classes de l'histoire. Et on est en négociation avec la mairie pour mettre ce dispositif à l'office du possible. Pour moi, c'est un
énormément de sites, des gens visitent les sites, ils auraient mis voie et lieu, et donc dans le reste, on a mis les référentiels par rapport à ces sites, donc des rues de monuments, des rues de la gueule où il faut des choses, et donc ça leur permet de visualiser bien mieux ce qu'ils ont vu, alors que par moment, voilà, c'est de voir beaucoup mieux l'histoire. Donc on espère qu'on va utiliser cet outil et en même temps le développer, parce qu'on a un financement, pour l'instant c'est un nouveau financement, donc il faut rentrer dans les sous, et pouvoir développer, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs encore monuments, j'ai déjà fait des restitutions moi-même sur la ligne et compagnie, et donc là, il y a encore du travail de restitution, et notamment, je compte beaucoup sur cet effondrement du temps, quelque chose d'exceptionnel. Et là, ça sera dans le site internet de Liège, et on espère pouvoir extraire, on ne sait pas encore comment, effectivement, ces images pour le mettre dans les tests de relativité virtuelle. Alors, faisons attention, parce que là, on a vu, si on est en bas et qu'on prend des pierres sur la figure, ça risque d'avoir de quoi ça colle. Voilà, merci à vous de votre attention. Et bien, merci à tous les groupes, nous, de